L'interview matinale première partie, mon invité ce matin, Éric Pignol. Éric, bonjour. Bonjour, Radio Entre-Mer. Alors Éric, on te connaît? Bah oui, parce que on a le plaisir de t'écouter dans l'Historia où tu fais vivre l'histoire avec ta verve, avec tes mots, avec ton enthousiasme. Et aussi, jusqu'il y a peu, l'émission Entre deux lignes où tu accueillais des auteurs. Et cette fois-ci, l'auteur qui est accueilli, eh bien, c'est toi. C'est toi au micro d'REM, puisque tu viens nous présenter ton nouveau roman. Alors, je vais reprendre le titre parce que je l'ai mis à l'envers. Jusqu'au bout de mes rêves, si. Parce Oui. que ce roman, il est arrivé justement avec ce fameux et si. Un jour, tu te dis, tiens, et si quelqu'un faisait ça plutôt que ça? Oui, c'est en littérature, on appelle ça l'uchronie, c'est un mot qu'un peu savant peut employer. Voilà, le fameux si il avait fait beau, si on avait fait ceci, si on avait fait cela. Que serions-nous devenus? Que serait la vie, etc., etc. Et donc, j'ai essayé de construire un roman là-dessus. Qui pouvait être intéressant, mais alors je précise bien sûr que c'est un roman, hein, comme je le disais, donc c'est totalement inventé, rien à voir avec les personnages réels. Et là-dessus, c'était peut-être un petit peu trop facile de partir sur un personnage qui aurait deux choix, deux possibilités. Donc j'ai préféré partir sur un personnage, mais qui se scinderait en deux, une espèce de dualité. Je dis pas le bien et le mal, je suis pas philosophe ni rien, mais deux jeunes qui vont grandir, qui vont devenir adultes, etc. Mais le même jeune prendra deux directions. Et les directions qu'il va prendre, on va lui faire changer de nom. On va appeler Jean d'un côté, Pierre de l'autre. Et on va voir l'évolution de ce jeune homme qui deviendra adulte, etc. Avec ses affres, ses bonheurs, etc. Et parallèlement, donc sur chaque page, quasiment, oui, je crois, euh, vous avez l'histoire de Jean sur la gauche et de Pierre sur la droite qui se suivent presque intégralement, c'est-à-dire quasiment Pour suivre en même temps le parcours de en même temps. chacun. Voilà, c'est pas chapitre par chapitre, c'est page 2 en face de la page 1, Jean et Pierre, page 3, page 4, etc., etc. Et ça, j'avoue que c'était, en dehors du roman, c'était si simple Oui, à mettre en place. c'est pas évident parce que il faut pouvoir toi suivre le fil. Comment tu fais? T'écris d'abord Jean et puis ensuite Pierre ou t'écris les deux en même temps? Non, alors, non, on a, je l'ai mis en page troisième ou quatrième, ou cinquième peut-être, nous on fait un synoptique, ce qu'on appelle, une trame, un dessin, et on suit ce dessin. Chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Alors, le premier chapitre, si vous voulez, assez court, c'est l'original. Ouf, il est simple. Et ensuite, il commence à diverger, on part sur le si. Et là, effectivement, dès qu'on écrit une page, il faut avoir à l'esprit que la main droite, j'écris la main droite, et la main gauche, j'écris la main gauche. Donc, à droite, il y a l'histoire de Jean et de Pierre. Il faut qu'à la fin de la page 21, tombe en fin de la page 22. La même histoire. Et vraiment bien différente. S'il y en a un qui achète une moto, l'autre peut acheter une voiture. Ou pas du tout. Mais ça, c'est le roman. Le roman qui veut que. Il y en a un qui se marie, pas l'autre, etc. Enfin, c'est ça l'histoire. Et là, c'était un petit peu difficile, non pas pour la construire, mais pour la mise en page. Pour la mise en page, il fallait que les chapitres finissent pile poil. Là, j'ai reconnu que j'ai un peu galéré, mais bon, on y arrive avec un peu de volonté. C'était un peu dur, mais ça allait, ça allait. C'était intéressant. Comment s'est fait ta rencontre? Tu disais tout à l'heure que pour toi tous les Français aiment écrire, que on est un pays de lettres et de mots aussi, M-O-T-S, pas M-A-U-X, quoique des fois un peu aussi. Euh, c'est comment s'est fait toi la rencontre avec la littérature? Alors, je vais être tout à fait franc. Je m'en souviens pas. J'espère. Je m'en souviens pas vraiment. Oui, oui. Je m'en souviens pas vraiment parce que j'ai pas du tout fait d'études de lettres ni rien du tout. Moi, j'étais électricien de base. Je le suis toujours d'ailleurs. Et mais Dans par le contre, pays des Lumières, c'est oui. beau. On va bien s'amuser là. Et je ne sais pas. J'ai fait des études d'électricité, donc pas de lettres, ni de français beaucoup, etc. Mais par contre, depuis tout petit, mon papa lisait. Et j'ai toujours aimé lire, hein. Non pas écrire forcément, mais toujours. Et il m'a toujours dit, mais si tu lis que tu sais pas écrire ce que tu lis, ça sert à rien. Bon, ça remonte à, il y a plus de 60 ans, par hein. Hmm. Et je sais pas, il avait peut-être raison, je crois maintenant qu'il avait raison, j'en suis sûr. Et donc, chaque fois que je lisais quelque chose, je me mettais à écrire autre chose à côté, mais quelque chose de différent, mais écrire en même temps. Par contre, j'avais pas cette éducation, cette culture. Je suis pas un intellectuel de l'écriture, de la lecture. Donc, ça a pris beaucoup de temps. Mais alors, quand, je me rappelle pas, mais ça remonte à très très loin, hein. Je passais le CAP bien avant mon CAP.
je dois avoir 14, 15 ans peut-être. Déjà, j'étais un des meilleurs de ma classe en français ou en rédaction, etc. Alors que je faisais de l'électricité, hein, ça comptait pour rien, quoi. Vous savez, les fameux... Oui, les coefficients. voilà, les Ça, coefficients, ça comptait pour rien. Mais moi, j'adorais ça et j'ai toujours continué. J'ai toujours continué. Peut-être c'est venu par là. Après, je peux pas inventer ce que je ne sais pas. et les auteurs quand même qui ont bercé justement cette découverte de la lecture, est-ce que tu te souviens de grands moments? Est-ce que tu étais plutôt Jules Verne ou plutôt Balzac ou Alors, un peu de tout, tu t'allais picorer? Alors non, non, quand j'étais petit, mon père, il ne lisait que des... Alors à l'époque, c'était Jean Bruce, c'était des romans policiers. Ouais. Bon, moi, ça me parlait pas trop parce que j'étais jeune, quoi, donc je voyais pas trop ce qui était bien là-dedans, quoi, hein. Et j'ai toujours aimé tout ce qui était les grands conteurs, les légendes, oui, les Jules Verne, mais aussi, surtout, les Victor Hugo, les Lamartine, ces gens-là qui en 4, 5 pages, ils t'amènent ailleurs, quoi, mais dans des mondes qu'on n'imagine pas, quoi. C'était du rêve total. J'en passais des meilleurs. Et ceux-là, ils m'ont toujours bercé. Mais le pire, ou le meilleur, je sais pas, c'est qu'ils me bercent toujours, quoi. C'est ça le fou. C'est que j'écoutais il y a quelques jours le fameux Vianney là, qui a écrit un truc sur Notre-Dame de Paris. Et j'ai relu le Notre-Dame de Paris, mais alors, comme ça, dans le salon, hein. Alors, un peu plus vite, parce qu'on connaît l'histoire que ça. Mais il y en a plein comme ça. Il y a plein de grands auteurs. Et j'ai toujours aimé les grands auteurs. Et quand j'ai passé mon bac, évidemment, au bac de français, j'étais tombé sur l'Albatros, Lamartine, etc. J'avais une très très bonne note parce que j'aimais ça, pas parce que j'étais bon, hein, mais en électricité, ça comptait pour que dalle. Mais j'étais fier, j'étais content. Et depuis, donc j'étais jeune, hein, j'avais 17-18 ans, et ça m'a toujours accompagné. Et la seule chose que j'ai peut-être fait de bien, c'est que j'ai donné, ou j'ai inculqué, insufflé peut-être à mes filles le goût de la lecture. Alors là, moi, je suis, on appelle un publifoire ou un livrophore, je sais pas comment on dit, mais elles sont dingues de lecture, mais complètement dingues. Et finalement, c'est très très bien. Et elles s'en sortent très très bien et je suis fier d'elles. Voilà. C'est déjà pas si mal, c'est déjà pas si mal. Ce roman, c'est ton 7-8e, tu te souviens? Non, peut-être plus, même. Plus, ouais. C'est marqué à la fin, mais je compte pas. C'était quoi le premier livre qui t'a donné envie d'aller jusqu'au bout et de le publier? Ah, c'est indéniablement les Fables de La Fontaine. Ça, Ah. c'est certain. Ça, il n'y a aucun doute parce que même quand j'étais jeune, mais même maintenant encore, quand je lis des fables, j'ai l'impression. Alors maintenant, j'ai l'impression d'être un gamin. Et quand j'étais petit, j'avais l'impression d'être savant. Alors, il doit y avoir peut-être, là aussi, la modestie. Si elle étouffait, il y aurait beaucoup de morts, mais bon, c'est comme ça. Et tout le temps, j'ai d'ailleurs je sais plus en quelle année, ça doit être marqué dedans. J'ai écrit un roman, un livre, j'ai publié un livre de 400 pages, que des contes, des légendes, des fables, totalement inventés, évidemment. Ça serait totalement, et ça a pris beaucoup de temps, avec des morales, etc. Un peu pour remercier, si tu veux, c'est un genre d'hommage, hein, de respect. C'est compliqué, très compliqué, mais par contre, il y a tout là-dedans. C'est ça qui est bien. C'est que c'est des personnages on en parle peu, finalement, à part pour dire tout le temps du bien. Ah, la cigale, machin, etc. Ça, c'est la surface. Mais quand on finit, que l'on commence à étudier un peu le texte, on se rend compte que c'est tous les jours qu'on pourrait s'en servir, en fait. Seulement, c'est compliqué, ça fait des rimes, ça fait hautain, ça fait un télo, et c'est dommage. Et c'est vrai que les fans de La Fontaine m'ont vraiment, d'ailleurs, maintenant, puisque c'est une drôle de question, ça on ne me l'avait jamais demandé, je crois que mon premier, faudrait que je regarde, il y a une trentaine d'années ou 40, c'était un livre sur l'abbaye de Saint-Ferme, et je crois que je l'avais fait façon fable, la calligraphie. Comme les fabliaux, là, tu vois, les parchemins, des trucs comme ça. J'ai un doute qui m'assaille parce que ça remonte à loin quand même. Mais je crois que c'était ça. Et à l'époque, je suis persuadé, et j'en suis certain, que c'était un genre d'hommage à ces genres de fabulistes qui, moi, j'ai tout T'ont accompagné oui. dès le début. Oui, et puis il y en a d'autres comme Ronsard, tous ces types-là qui ont, on ne se rappelle que les beaux, mais ils en ont écrit tellement, qui sont tellement magnifiques. En fait, c'est plus pour, c'est très personnel quand même, hein. C'est pas, tous les jours, on se va pas dans la rue en racontant Victor Hugo, Jules Verne et compagnie. Mais le savoir, ça coûte pas cher. Mon père, il disait que l'instruction ne nuit pas, mais c'est pas faux, hein. Dans le fond, c'était instruit, mais tant mieux pour toi. Voilà. On arrive à la fin de la première partie. Je te propose qu'on fasse une pause et on va parler aussi de ton parcours de passionné de lettres et de ces moments que tu as vécu. Alors là, on va pas dire quoi, on va faire du teaser, tu vois, on va mettre en appétit.
notamment en parlant d'En Appétit, une séquence assez drôle d'une rencontre avec Bernard Werber et autour d'un bon repas, et on en parlera dans la deuxième partie. Deuxième partie de l'interview matinale, toujours avec Éric Pignol, que vous avez l'habitude d'entendre habituellement. C'est lui qui raconte les autres. Et là, aujourd'hui, eh bien, il vient se raconter un peu en présentant son nouveau roman Jusqu'au bout de mes rêves. Si, et le si est important puisque le si, c'est ce qui coupe en deux presque la narration, avec cette histoire d'un personnage qui, selon ses décisions, finira par s'appeler Jean ou Pierre. Jean et Pierre, c'est pas des prénoms anodins, en fait. C'est des prénoms qui portent des choses très lourdes. Et tu as regardé ma biblio à vous, quoi? Non. Oui, mais oui. Alors, ouais, c'est, comme je le disais tout à l'heure, un livre, c'est très égoïste. Bon, il se trouve que c'est mon second prénom, Jean-Pierre, mais ça aurait pu être Raymond et Charles, hein, mais c'était par facilité. Surtout pour m'en rappeler, pour pas perdre le fil de l'histoire. Effectivement, j'ai dit, bon, ben, allez, il va s'appeler Jeanne d'un côté et Pierre de l'autre. Heureusement qu'on m'a pas appelé etc. Mais bon, c'est tombé comme ça, c'est tombé un pur hasard, si on veut dire un pur hasard. On se raconte toujours un peu dans les livres, de toute façon. Et vous parliez d'Historia, là, effectivement, il y a bien longtemps que j'ai commencé, et je m'en lasse pas, effectivement, à raconter les autres, parce que tout à l'heure, je vous disais que la France, c'était un pays de lettrés, mais ça date de Charlemagne, Charles Martel, il y a des millénaires, et c'est vrai que dans le monde, on est un peuple on est un peu grincheux, un peu râleur, enfin, on est gaulois, mais en même temps, on est un peuple de lettrés. On produit énormément de livres, et surtout de livres qui s'exportent bien, qui s'exportent très très bien dans les autres pays, francophones ou non francophones, je précise bien. Et donc, un peu, tous les Français sont un peu lecteurs, écrivains, etc., etc. Pourquoi pas moi, hein? Et pourquoi pas vous, hein? Normal, voilà. En parlant d'écrivain, justement, je vais quand même tenir la promesse que j'ai faite à la fin de la première partie, c'est de raconter un petit peu, parce que donc toi, tu le disais, tu fais un CAP électricien, tu passes ton bac, et évidemment, comme tout bon électricien qui se respecte, tu pars travailler à la SNCF. Qu'est-ce qui se passe? Non, en fait, je suis parti travailler à côté de Toulouse dans une usine, les usines qui font les centrales au fil de l'eau, les centrales électriques au fil de l'eau. Et parce que c'était mon premier emploi, hein, je sortais, ouais, à l'époque, tu travaillais. On est en quelle année à peu près à l'époque? Là, on est en 80, 80 tours, 80, fin 80. Et donc, je fais mon armée, hein, comme tout bon citoyen, quoi. Et donc, je sors en décembre et en janvier, je commence là-bas parce que c'était mon premier emploi, hein. J'ai pas le choix, j'étais un peu loin, j'ai pas de voiture, donc aller en train. Après, tu avais 10 bornes à faire un tour pour à pied, au choix. Enfin bref. Et là, ils faisaient des centrales hydroélectriques qu'on appelle. D'ailleurs, j'avais fait celle sur le Ciron, qui est pas très loin de chez nous, hein, là-bas. Et puis bon, c'était pas bien payé, quoi. Enfin, le SMIC était à 200 € à l'époque, hein, c'est pas lourd. J'étais là-bas, donc payer l'hôtel, tout ça, j'avais rien, quoi. Mais bon, comme beaucoup de jeunes. Et j'avais envie de faire autre chose, quoi, afin de gagner un peu plus ma vie. Donc j'ai passé le concours, voilà, tout simplement, comme tout bête. Et j'ai passé un concours à l'EDF, à Air France et à la SNCF. Et il se trouve que j'ai eu 2 entretiens à l'EDF et à la SNCF. Et tous les deux m'ont embauché. Alors moi, Ah oui, et plus que ça même. Alors ça c'est une anecdote, mais moi je suis natif d'Agen, j'ai toujours vécu à Agen. Et c'était l'EDF d'Agen qui m'a embauché. Il m'a embauché ou à l'EDF ou au Gaz de France, au choix. Sauf que ça, c'était en février. Et en janvier, la SNCF m'avait proposé un entretien à Bordeaux, que je ne connaissais pas. Donc, je voulais rentrer à la SNCF en tant qu'électricien. Oui, j'étais électricien. Et j'avais déjà accepté. Donc, j'ai refusé l'EDF et le gaz, parce que c'était comme ça. Et si tu avais choisi? Et oui, peut-être que le fameux si, il y a quelque chose. Et une fois à la SNCF, je me suis rendu compte que je ne ferais pas du tout électricien, puisqu'ils n'avaient pas besoin. Mais ils avaient besoin de conducteurs de train. Alors, ils m'ont balancé conducteur de train. Parce que je ne savais même pas que ça existait, d'ailleurs. Mais effectivement, si, etc. C'est drôle, quand même. La vie, elle est surprenante. Oui, effectivement, vous avez raison. La vie est surprenante, comme parfois quand elle te permet par la SNCF de rencontrer Bernard Werber, Bernard Pivot et tant d'autres. Mais oui, parce qu'on a toujours d'ailleurs un très bon service bibliothèque, un CE, excellent CE, avec des belles bibliothèques qui font beaucoup d'animation à la SNCF. Ils proposent beaucoup d'ateliers, etc., etc. Et
comme tout bon lecteur, on s'était au courant des nouvelles littéraires, hein, par les journaux. Par exemple, je lis souvent Le Républicain, c'est un excellent ouvrage. N'est-ce pas? On sera, n'est-ce pas? Pour ceux qui connaissent la région. Et donc, il y a beaucoup d'informations avec des jeux, des tests et puis des concours. Et là, il y avait un concours, effectivement, qui s'agissait de, j'étais jeune, tout ça. Donc, je me suis parti sur ce concours. Et puis, j'ai été choisi. Et on m'a demandé de monter à Paris pour, c'était le prix féminin, 2000, je ne sais plus, 2002, je crois, ou 2008, un truc comme ça. Et, il y avait un par région, c'était très intéressant. Et on m'a bien accueilli là-bas et j'ai eu la grande surprise de partager mon point de vue, puisque j'étais membre du jury, donc, avec Monsieur Pivot, avec Bernard Weber, comme je disais, la saga des fourmis, etc., etc. Et donc, Procope et tout ça, hôtel, blablabla, grosse balade. On a regardé, on nous a invités à un cinéma qu'ils avaient privatisé d'ailleurs, pour la première de Chopin, extraordinaire. Ça vaut le coup quand même d'être cheminot. Hein. C'était bien, mais on n'était pas payé, je précise, c'était bénévole. Et donc, effectivement, c'est des rencontres extraordinaires de gens extraordinaires qui n'étaient pas prévus. En fait, ça peut pas se prévoir. Et vous voulez que je vous raconte une anecdote, j'imagine? Oh bah, il y en a deux, trois. Il y a par exemple celle de Quentin Bourguignon rencontre un Girondin. Ah oui, alors bon, petit Bourguignon, il est peu connu, c'est un gars qui est pas très très connu, puisqu'il a juste fait une petite dictée. Voilà, c'était Monsieur Pivot, bien sûr. Et donc, on a eu un long entretien ensemble lors de ce jury-là, pour un quart d'heure, pour moi, c'était Laurent Belvier, parce que c'est une grosse tête. Et lui, il est fervent, il est amoureux du Bourgogne, et moi du Bordeaux, et donc, il y avait une incompatibilité. Mais au travers du livre, je vous rassure, on s'est très, très bien retrouvés. On n'a pas voté pour le même, d'ailleurs, mais on s'est bien retrouvés. C'était assez rigolo, parce que, à la fin, il m'a dit, vous êtes un drôle de personnage. Je lui ai dit, non, monsieur, je suis cheminot. Ça, c'était l'embêtant, c'est que ce que je ne savais pas, c'est qu'à ce moment-là, il y avait Antenne 2 devant nous qui était en train de nous filmer. Et ça a été bien perçu ou moyennement perçu. Et ça a été perçu en tout cas. Ouais, ça je le suis qu'après. Hein. Voilà. Et quand on rencontre Bernard Werber, alors du coup, parce que c'est un monsieur qui doit être intéressant aussi dans ce qu'il essaye de partager. Oui, alors lui, c'est le genre de gars hyper intello, mais très attachant. Enfin, l'intello, mais pas condescendant. Le gars qui se met facilement à votre portée. Alors, c'est un puits de science, ce type. Et qui n'était pas du tout écrivain d'ailleurs, entre nous soit dit, il est, avant de publier les fourmis, il a galéré, il a dû envoyer peut-être 150 ou 200 documents à 200 éditeurs qui ont tous été refusés d'ailleurs. Il y en a un qui l'a accepté miraculeusement, on sait ce que c'est devenu. Et donc c'est un gars, je pense qu'il a pas mal galéré. D'où son talent, encore plus d'ailleurs, je dirais, hein, son mérite en tout cas. Et oui, on a eu une discussion ensemble, on a même mangé ensemble à Paris. Et donc, pour vous raconter l'histoire très vite, on a mangé ensemble, mais lui, il est de confession juive. Et ce jour-là, je crois que c'est sabbat, ça s'appelle, un truc comme ça. Enfin, il mange pas. Ce jour-là, il mange pas. Et moi, je mangeais, par contre, moi, je mangeais bien. Hein. Et il se trouve que j'étais juste à côté de lui. Alors, on a passé le repas à parler livres et moi à manger. C'était très, très bien. On a pris des photos, etc. C'est un gars dont je me suis toujours souvenu, parce que je le lis. Je le lis, évidemment, toutes ces... Et il écrit très bien. On aime ou on n'aime pas, ça, c'est vrai, mais comme toute chose, hein, dans le fond. Hein. Il y en a qui aiment le Stade Toulousain, d'autres l'UBB. Chacun ses goûts, ça reste quand même du rugby. Là, c'est la littérature, c'est pareil. On peut ne pas aimer, mais on peut respecter. Et ces genres de personnages-là, je pense que pour le français lambda, là, le béotien de la littérature, je pense qu'il fait vachement progresser. Il fait énormément progresser les petits écrivains ou les petits auteurs. Qui peut-être un jour, il y en a, on ne sait pas, il y en a, c'est jamais. On arrive déjà, ça passe très vite, hein. On arrive déjà à la fin de la deuxième partie. On est là, donc si vous voulez retrouver cette verve, cette énergie et réfléchir peut-être aussi en lisant ton livre, réfléchir un peu, se poser la question de ah tiens et moi et si j'avais où est-ce qu'on peut se procurer ton livre? Directement là chez moi. On t'appelle? Oui, vous m'appelez, vous avez donné le numéro après. Voilà. Alors, je tiens à préciser parce que la question n'était pas évidente. Ce livre n'est pas un livre d'éditeur. Oui. Puisque l'éditeur, c'est moi-même. Donc, je les fabrique de A à Z. Couverture, mise en page. Et il paraît que tu abats les arbres pour faire le papier toi-même. Alors, joker, j'ai droit à un joker toutes les 10 minutes. Donc, joker. Non. Voilà, c'est pour ça que j'ai pas une grosse production et il me faut un peu de temps.
parce qu'il faut acheter les couvertures, les fabriquer, une petite presse avec un marteau, il faut taper, il y en a à coller, etc. Donc c'est un petit peu long, il faut que ça tombe pile poil. La mise en page, tout corriger, etc. Donc c'est un peu long. C'est un livre, ce qu'on appelle classer les livres, les beaux livres, mais artisanal. Voilà. Ça tombe très bien avec Voilà. l'ambiance justement et l'énergie de Sauveterre, puisque je rappelle qu'on a une belle boutique d'artisanat d'art Oui. à Sauveterre. Donc si vous voulez découvrir un livre fabriqué avec le sens de l'artisanat, eh bien vous pouvez tout simplement, on vous donnera les coordonnées d'Éric, un mail peut-être, Oui, oui. voilà. Alors, Et je vous invite à aller découvrir ces mots et ton émission, Historia d'ailleurs, pour ceux qui veulent te retrouver, c'est troisième vendredi du mois, troisième vendredi du mois à 14. 14 heures. Et une belle boutique d'artisanat, sauveterre. Et aussi, ça, j'y tiens, une très très belle bibliothèque. Oui. Avec des dames, des employés, on va dire, très compétents, d'une gentillesse extrême, très agréable à regarder aussi et à discuter, et très compétentes, de très bons conseils. Bon, c'est de vieilles camarades quand même, parce qu'il y a longtemps qu'on travaillait. Mais surtout, aller aux bibliothèques ou dans des maisons d'artisanat, ça fait vivre toute la région, tout l'environnement. C'est bon pour tout le monde et c'est bon pour nous. Et que du bonheur. Merci beaucoup.